important au procès de Guy Turcotte, c'était le témoignage du psychiatre Louis Morissette qui s'est terminé, un psychiatre important dans le système de défense de Guy Turcotte. Et il a été interrogé ou contre-interrogé par la procureure de la Couronne, Maître Verret, qui lui a posé des questions sur la volonté réelle de mourir de Guy Turcotte. Est-ce qu'il avait vraiment envie de mourir? Il a remis en cause cette hypothèse-là, Maître Verret. On va essayer de voir ce que ça veut dire avec Nicole Gibault, qui est juge à la retraite, Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est criminaliste, et Mélanie Bergeron, qui suit tout ça pour nous par la justice de Saint-Jérôme. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, M. Bonsoir. Alors, Mélanie, vraiment, le procureur a mis en doute sa volonté même de mourir quant à sa façon de faire et sa consommation de méthanol. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? En gros, il a soulevé la question, on a affaire à un cardiologue qui connaît le corps humain comme personne d'autre. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre moyen s'il voulait vraiment s'enlever la vie, alors que le méthanol a des effets à long terme, ça prend des heures, et lui, il avait accès à des couteaux. Alors, pourquoi il n'a pas agi spontanément? Ce à quoi le docteur Morissette a répondu que dans ces cas-là, dans ce genre de situation-là, ce n'est pas une question de connaissance ou d'aptitude, mais vraiment une question d'émotion. Alors, il a maintenu sa version que Guy Turcotte était dans un raptus suicidaire, donc quelque chose qui le poussait à agir rapidement. Il n'avait qu'une idée, mourir. Ce à quoi Maître Verret a aussi ajouté pourquoi ça a été aussi long, en fait. Pourquoi il a réussi à aller sur Internet, consulter différentes pages web. Pourquoi il a réussi à appeler, faire des téléphones. Hein? On sait qu'il a annulé des rendez-vous. Donc, pourquoi s'est écoulé un aussi long laps de temps? S'il voulait réellement mourir, il aurait su comment faire. Alors, semble-t-il que ça n'a pas ébranlé trop le psychiatre en question, qui dit qu'il était, oui, dans un état second, dans un état, en fait, il n'avait pas toute sa tête au moment de commettre ses gestes. Il avait des connaissances, mais c'était vraiment une question d'émotion à ce moment-là. Et il a demandé pourquoi Guy Turcotte a voulu tuer ses enfants. Et Dr Morissette a utilisé un terme assez particulier qui va peut-être vous surprendre, un homicide altruiste. Donc, pour leur épargner de la souffrance, lui, à ce moment-là, selon sa logique, c'est ce que le psychiatre a expliqué, il mettait un terme à la souffrance de ses enfants, il leur épargnait la souffrance de le retrouver mort. Donc, pour cet aspect-là, c'est un petit peu la façon dont ça s'est déroulé. Donc, il a voulu, Maître Verret, soulever le doute quant à sa volonté réelle de mourir et est-ce qu'il a voulu s'enlever la vie avant ou après avoir tué ses enfants. Ah, et ça, c'est fondamental, Mme Gibault, parce que en mettant en doute sa réelle volonté de mourir, en fait, il laisse sous-entendre que Guy Turcotte aurait tué ses enfants. Il aurait ensuite bu du lave-glace. Il savait que la mort serait longue. Il appelle sa mère, viens me secourir. Puis dans le fond, c'était pas vraiment un suicide. C'était que j'ai tué, puis j'arrange ça après coup. C'est un peu ce qu'il laisse sous-entendre. C'est exactement ce qu'il laisse sous-entendre. C'est l'antithèse de la défense, de toute évidence. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un ensemble de petits éléments dans la preuve qui, à un moment donné, que ce soit un procureur ou un autre, qui vont faire la même chose, ils vont relier tous ces éléments-là. Alors, vous avez raison de le soulever parce que le fait que, et comme Mélanie nous dit, le fait qu'il est allé sur Internet, qu'il a pris beaucoup de temps pour vérifier la méthode, la quantité, etc., comment mourir, on s'en souvient, sans souffrance, etc., bien, ça fait partie de la preuve à date. Donc, on soumet ça et on dit, écoutez, vous ne pensez pas que. Mais voilà, le docteur Morissette maintient que c'est pas du tout le cas, que le moteur principal, c'est le trouble mental. Et ça, c'est extrêmement important pour la défense, que le moteur principal qui a fait agir M. Turcotte, c'est son trouble mental qui l'a amené à une crise aiguë suicidaire en buvant du méthanol. N'empêche, Maître Rancourt, que là, la procureure de la Couronne soumet une thèse. Peut-être qu'il a fait ça, il a pris ça après, il a pris le méthanol après. Quand il s'est rendu compte qu'il avait tué ses enfants, c'est une hypothèse qui est sur la table. Là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le procureur de la Couronne, Maître Verret, sait très bien chaque question qu'il pose, hein, à savoir comment se fait-il qu'il a pu aller sur Internet pendant 45 minutes, alors que peut-être qu'il n'était pas là, puis il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et il sait très bien, lui, qu'il y a des experts de son côté qui s'en viennent. Donc, il pose des questions et il va avoir des réponses dans sa contre-preuve. Parce qu'on sait qu'à partir de lundi, je pense, il va avoir la contre-preuve. Il va y avoir peut-être un ou deux psychiatres de la Couronne qui vont amener leur théorie. Donc, Maître Verret sait très bien où il s'en va avec ces questions.
Alors, Mélanie, on a remis en cause la crédibilité également de Louis Morissette en ce qui concerne l'importance qu'il donne à l'ingestion de méthanol. C'est que on lui a dit, c'est peut-être pas ce que vous avez dit antérieurement. Expliquez-nous ce qu'il a dit. Là. Bien, en fait, ce qu'il soutient dans ses conclusions qu'il a émises au mois d'octobre, c'est que le méthanol n'a pas nécessairement joué de rôle dans la portée de ses gestes, en fait, dans le fait qu'il a tué ses enfants. Donc, il y a seulement les troubles mentaux et le raptus suicidaire, comparativement à avant, où il a déjà dit que le méthanol, c'était l'effet combiné de l'ingestion de méthanol, l'intoxication, le raptus suicidaire et les troubles mentaux. Donc, une combinaison de tout ça, c'est la nuance aujourd'hui. Donc, ce sur quoi on a appuyé, on a tenté d'ébranler sa crédibilité aussi. On a même ressorti une entrevue du Dr Morissette où il avait affirmé en janvier dernier, 3 verres de méthanol, c'est comme prendre 3 verres de cognac. Et là, on l'a poussé à se justifier là-dessus. Et ce qu'il a dit, c'était que c'était simplement pour illustrer une image, en fait, qu'il n'était pas expert en méthanol, qu'il savait qu'il y avait intoxication parce que Guy Turcotte a consommé du méthanol, mais selon lui, ce n'est pas du tout le motif, ce n'est pas ce qui l'a poussé à commettre ces crimes. Alors, Maître Rancourt, c'est surprenant là, que le Dr Morissette dise, contrairement à ce qu'il disait autrefois, que dans le fond, le méthanol, c'est pas si important que ça dans la dynamique. Ben, ça va être une question de crédibilité. C'est pour ça que Maître Verrette pose des questions là-dessus. Parce que, est-ce qu'il a commis le geste alors qu'il avait une maladie mentale, ou s'il a commis le geste parce qu'il s'était intoxiqué, ou les deux. Alors, tout ça va être le cœur des débats. Alors, le psychiatre, à ce moment-ci, minimise un peu, et c'est ça que Maître Verrette a fait, le contre-interroger, il dit, écoutez, vous avez déjà dit que c'était important, maintenant vous trouvez que c'est pas trop important, alors c'est une question de crédibilité, les jurés vont évaluer ça. Alors, justement, en parlant de crédibilité, Mélanie, on lui a posé des questions sur son code déontologique, on dit, vous avez peut-être commis des entorses à cet égard-là, qu'en est-il là-dessus, là? Bien, étiez-vous son médecin traitant ou vous étiez un médecin expert? Parce que selon ce qui se dit, on ne peut pas être les deux. Donc, quand on donne un mandat à un psychiatre pour son expertise, il ne peut pas devenir le médecin traitant de cette personne-là. Et là, ce qu'on a su, c'est qu'il devait, normalement, il a en moyenne 2-3 rencontres avec une personne, un patient, pour faire son expertise. Et ce qu'on a soulevé, c'est qu'il en avait eu 9 avec Guy Turcotte en 2009. On lui a demandé, mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai que Guy Turcotte vous a demandé d'être son médecin traitant? Pourquoi l'avez-vous vu aussi souvent? Ce à quoi Dr Morissette a répondu, bien, il y avait un lien de confiance, ce n'était pas tellement facile de le faire parler à l'époque, c'était une situation particulière. Donc, on a eu besoin de plus de rencontres, mais par la suite, il n'y a pas eu de traitement qui a été recommandé. Donc, Dr Morissette s'est retiré, en fait, de ce dossier-là, ne pouvait pas occuper les deux rôles, mais Maître Verret a voulu soulever cette question-là parce qu'en fait, il l'a vu plus souvent que d'autres patients auparavant. On sait que Dr Morissette a été appelé à de nombreuses reprises dans des causes devant les tribunaux et normalement, on parle de 2-3 rencontres. Alors, on voulait essayer de tracer la ligne, en fait, étiez-vous son médecin traitant ou bien un médecin expert? Et ça, c'est important, ça, les Bien, tout pour le procureur de la Couronne est important pour miner la crédibilité de toutes les façons. Donc, on dit, tu n'avais pas d'affaire à faire ça parce que c'était son médecin traitant, etc. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les jurés disent, dans le fond. Exact, mais c'est ça qui va leur appartenir. Et c'est ça, dans les directives qu'on verra à la fin, le juge va leur indiquer quoi faire avec cet ensemble de preuves-là. Et on peut s'attendre à ce que ce soit des recommandations très dirigées, parce qu'il n'y aura pas le choix, là, parce que c'est vaste, cette preuve-là. Et c'est complexe, la preuve médicale et d'expertise. Chaque petit point croustillant qui aurait été soulevé par un ou par l'autre, on va faire des cases de crédibilité, on va expliquer c'est quoi, comment on peut évaluer, avec quelle méthode. On va leur remettre, on n'oublie jamais que les 11 personnes qui restent, ce sont les juges des faits. Et la personne qui est juge du droit, c'est le juge Vincent, c'est lui qui va indiquer au jury comment se diriger pour un verdict ou des verdicts qu'il suggérera seulement quand la preuve va être terminée. Et c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Attendez que toute la preuve soit terminée, parce que Maître Rancourt a très raison, il y aura nécessairement une contre-preuve ou une contre-expertise la semaine prochaine. Alors, Mélanie, on voit des petits dessins là, de ce qui se passe en cours. Comment il se comporte, Guy Turcotte, depuis au cours de la journée, là, quand c'est des moments importants, c'est quand même important, le procès, ce moment-là. De quoi il a l'air?
Bien, je vous dirais que la majorité du temps, il a le regard posé au sol. Donc, pas énormément de réactions, ne regarde pas les gens dans la salle, sauf à quelques reprises, mais tout de suite, il baisse le regard, il est recroquevillé un petit peu, donc une position un peu de vulnérabilité. Parfois, il regarde le juge. Il y a un exemple où je me souviens, bon, le juge qui a posé la question au docteur Morissette, est-ce que Guy Turcotte représente un risque de récidive ou une menace pour autrui? Il a répondu que oui, il y avait risque de dépression, finalement, de symptômes dépressifs, qu'il fallait le surveiller. Et par la suite, l'avocat de Guy Turcotte a demandé à Louis Morissette, est-ce qu'on peut le contrôler, ce risque? Il a dit oui. Donc, à certains moments, Guy Turcotte jette un regard au juge, petit regard dans la salle quand les jurés arrivent, mais je vous dirais que c'est très, très sommaire, des petits regards, tout simplement, sinon les yeux sont posés au sol. Il faut dire que ses parents sont là, du côté de la famille Gaston, donc c'est vraiment particulier les gens qui le côtoient, hein, parce qu'on sait qu'il croise les gens qui assistent au procès. Il y a toujours une vingtaine de personnes qui veulent assister, justement, qui veulent voir comment ça se déroule, qui veulent se faire une idée. Et d'ailleurs, je parlais à un homme, je lui demandais pourquoi vous venez ici chaque jour. Et ce qu'il me disait, c'est je veux vraiment comprendre ce dossier-là parce que c'est une cause très complexe. On a déjà vu un premier procès, mais moi, aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, je veux comprendre toutes les questions psychiatriques, tous les débats, la preuve à laquelle ont accès les jurés, je veux la voir. Alors, il y a quand même des gens qui assistent à tout ça, mais Guy Turcotte, disons qu'il n'est pas très expressif en cours. Maître Rancourt, selon votre expérience, est-ce que le jury a déjà sa petite idée ou si on attend encore? Ben écoutez, le juge, au début d'un procès devant le jury, va dire au jury, ne vous faites pas d'idée avant la fin des procédures, ne discutez pas de ça, mais j'ai jamais vu un panel de jurés écouter ce que le juge dit. Quand ils commencent à se connaître un petit peu, là, après une semaine, 2 semaines, on est familier, c'est sûr qu'ils discutent de ça dans leur moment libre ensemble. Et je ne dis pas qu'ils ont une idée de fait, ils ne peuvent pas, mais quand même, ils doivent se diriger quelque part et je suis certain de ça. OK, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission-là. On continue de suivre ça, bien évidemment, pour vous. Au retour, on va recevoir